vanité humaine. Et ça, c'est pas simplement le fait d'arriérer à l'époque, puisque on pourrait prendre les essais de Montaigne. Dans les essais de Montaigne, dans le grand chapitre Apologie de Raymond Sebon, il y a une très très violente critique du système de Copernic, et il le voit comme un effet de la vanité humaine avec la Terre qu'on projette au niveau des astres. Bon, mais Galilée, lui, au siècle suivant, au début du XVIIe siècle, a très bien vu qu'à partir du moment où on passe du système de Ptolémée au système de Copernic, alors là j'ai pris ça, c'est un dessin didactique américain, donc c'est pour ça qu'il y a cette naïveté avec la Terre, ma planète, mais en fait je l'ai gardé parce que c'est intéressant, puisque en fait précisément le fait qu'il faille mettre une étiquette sur la Terre pour dire ma planète indique bien précisément que la Terre a priori elle est un astre parmi les autres, et donc il faut lui mettre une étiquette pour qu'on sache encore que pour repérer la Terre. Dans l'autre schéma, il n'y avait aucune difficulté pour repérer la Terre, elle était au centre. Là, elle devient une planète parmi d'autres. Et en fait, ce qu'a très bien vu Galilée tout de suite, c'était que dans le schéma ancien, donc il y avait le monde terrestre, le monde céleste, donc il y avait une science des phénomènes terrestres et une science des phénomènes célestes. Et en particulier, les mathématiques, c'était bon pour l'astronomie, mais en revanche, sur Terre, où il y avait du changement, de la corruption, etc., selon Aristote, les mathématiques n'étaient pas du tout à leur affaire, et la science des choses terrestres ne pouvait pas être des sciences mathématiques. À partir du moment où on a une unification, que la Terre devient un élément parmi d'autres de l'univers, en fait, évidemment, cette opposition entre monde terrestre et monde céleste ne veut strictement rien dire, puisque la Terre est un astre parmi les autres. Et ce que dit Galilée, c'est que si les mathématiques sont bonnes en astronomie dans le monde céleste, et qu'il n'y a pas de différence entre le monde terrestre et le monde céleste, eh bien les mathématiques doivent être valables partout. Et c'est comme ça qu'on arrive de manière syllogistique, finalement, à sa grande affirmation que l'univers est un livre écrit en caractère mathématique. Mais en fait, pour arriver à cette affirmation, c'est une conséquence que Galilée tire du système de Copernic. Et si on considère que la phrase de Galilée qui dit que le monde est écrit en caractère mathématique, et c'est vraiment le coup d'envoi de la science moderne par rapport à la science médiévale, eh bien on voit que cette affirmation, en tant qu'elle est déduite du système de Copernic, en fait le système de Copernic a eu une importance absolument considérable dans l'histoire. Alors, il a été fait, j'ai fait allusion tout à l'heure au débat concernant la hiérarchie des facultés humaines entre entendement et volonté. Au Moyen-Âge, le débat était équilibré, il y avait des tenants de l'entendement, des tenants de la volonté, et la modernité va trancher résolument en faveur de la volonté. Et on comprend pourquoi. Parce qu'au sein d'un cosmos, l'homme devait faire usage de son entendement pour y jouer harmonieusement sa partie. Dans un univers, le nouvel univers moralement neutre, où aucune place n'est assignée a priori, à ce moment-là, la volonté peut se déployer sans retenue, puisque ce qu'il appartient à l'homme, ça n'est plus de s'insérer dans le bon ordre du monde, mais de s'y exprimer et de l'aménager à sa guise. Et la raison d'objective se fait subjective. Il ne s'agit pas, par la raison, de comprendre l'ordre du monde pour ensuite s'y insérer, mais l'exercice de la raison consiste désormais à pénétrer les règles de fonctionnement de la nature pour ensuite ordonner au mieux les moyens en vue de fin qui se décident en dehors de la raison. De ce point de vue-là, il y a un livre qui est très excellent de Max Horkheimer qui s'appelle « L'éclipse de la raison » et qui explique très très bien ce passage de la raison objective à la raison subjective. Bon, je vais passer ce peu de choses. Alors, s'il y a quand même une chose justement qui montre très bien aussi le changement de mentalité, c'est la figure de Prométhée. Les modernes ont très souvent, à partir de ce moment-là, aimé se reconnaître dans la figure de Prométhée, le titan qui dérobe le feu aux dieux pour le donner aux hommes,
et préfère encourir la colère de Zeus et un châtiment éternel plutôt que de respecter les limites posées par lui. Alors vous savez que Marx a fait de Prométhée le héros suprême, celui qui, je cite Marx, pour sa haine de tous les dieux, devrait occuper le premier rang parmi les saints et les martyrs dans le calendrier philosophique. Alors ce qui est assez curieux, c'est de se rendre compte que le mythe grec avait un sens tout à fait différent, puisque à la fin du Prométhée enchaîné d'Échille, certes, on voit Hermès qui vient faire la leçon à Prométhée qui est enchaîné, et qui est l'invité à faire preuve de bon sens et à se réconcilier avec Zeus, mais Prométhée répond par des imprécations et le mépris. Bon, ça c'est la fin de la pièce d'Échille, le Prométhée enchaîné. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les modernes et Marx vont absolutiser ce moment de négation qui, dans le mythe grec, n'était qu'une étape sur la voie d'un nouvel accord. Parce qu'après le Prométhée enchaîné, en fait, venait une autre pièce. Vous savez que les tragédies grecques, elles allaient toujours par trois, c'était des trilogies. Et en fait, dans la trilogie, le Prométhée enchaîné était suivi par le Prométhée délivré, où finalement, précisément, Prométhée se réconciliait avec Zeus et était délivré. Et en fait, quand on se polarise sur le Prométhée enchaîné, c'est exactement la même chose que si dans l'Orestie d'Échille, si vous voulez, on ne prenait pas la dernière pièce et on s'arrêtait au meurtre qui n'arrête pas de s'enchaîner dans la famille des Atrides, sans ce vers quoi conduit toute l'Orestie, c'est-à-dire finalement l'instauration d'une justice qui met fin à l'enchaînement des vengeances. Et donc c'est comme si on oubliait la dernière pièce de l'Orestie pour dire ah bah l'Orestie en fait c'est le fait qu'on ne peut jamais sortir des vengeances qui ne cessent de s'enchaîner. Et en fait la modernité, c'est Simone Veil qui dit ça, vraiment c'est vraiment un très grand malheur que le Prométhée délivré ne nous soit pas parvenu, parce qu'elle aurait tempéré ce goût de la modernité pour la rébellion sans résolution, sans moment certes important, mais destiné à aboutir à une nouvelle réconciliation, puisque la suite que la modernité entend donner au Prométhée enchaîné n'est pas le Prométhée délivré, mais Prométhée toujours plus déchaîné. Et là, pour illustrer ce point, je voudrais vous montrer deux images. Alors la première, c'est une photographie d'une des plus célèbres sculptures antiques, la stèle 695 du musée de l'Acropole. Alors ça mesure environ 50 cm de hauteur, et ce relief montre Athéna coiffée de son casque et vêtue de la tunique attique, appuyée sur sa lance, dont l'extrémité inférieure est calée contre la base d'une sorte de pilier rectangulaire. Alors, de nombreuses interprétations ont été données de cette sculpture, mais la plus convaincante, c'est que le pilier sur lequel elle s'appuie était une des bornes qui, sur le stade, servait à marquer la ligne de départ et la ligne d'arrivée, et autour desquelles les coureurs de demi-fond devaient effectuer leur virage. Et on pense que cette stèle devait être l'ex-voto d'un vainqueur à la course aux Jeux panathénéens. Alors, le regard méditatif de la déesse est tourné vers la borne de la compétition à laquelle elle préside. Et elle fixe la limite en même temps qu'elle s'y appuie. Et là, on voit que la limite dans ce type de représentation n'est pas seulement le lieu où quelque chose s'arrête, elle est ce qui fait advenir cette chose, la rend présente. Et puis, je place en regard le nouveau logotype adopté par le CNRS en 2008, qui a été élaboré par le cabinet de conseil stratégique Vae Solis Corporate. Vae Solis, ça veut dire malheur à ceux qui vont seuls. En fait, ce qui reste de la philosophie antique en général n'est plus que dans les titres que peuvent se donner ce genre de cabinet pour faire culturel.
Bon, alors, en fait, là, ce qui est remarquable dans ce logo, c'est qu'à côté des initiales de l'organisme, eh bien, il y a le principe qui est énoncé, c'est dépasser les frontières. Advancing the Frontiers dans la version internationale. Et alors, le discours de présentation de ce logo précise, je vous cite, pas tout à fait ronde, novatrice, la forme du logo figure le processus même de la recherche, toujours en devenir, et évoque la matière mise à la disposition de nos chercheurs par notre planète. Une matière malléable, prête à se livrer aux expertises de la recherche scientifique, comme la motte de terre glaise dans les mains du sculpteur. Fin de citation. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les frontières à dépasser ne sont pas celles de la connaissance, mais celles de la réalité qui nous est donnée. Puisque la planète Terre n'est qu'une matière première à travailler, comparée à la glaise que le sculpteur façonne à sa guise. De plus, on peut faire une analogie formelle, le slogan vertical « Dépasser les frontières » semble par ailleurs avoir pour ambition de faire sauter le chapeau du N dans lequel il s'enfonce, alors que la lance d'Athéna, à l'inverse, indiquait une limite, un pas plus loin. Alors j'ai certains de mes collègues aussi qui se sont amusés sur ce... Alors évidemment avec les logiciels informatiques c'est très facile à retourner cette image et à faire un effet miroir. Et je vous laisse le faire et ça donne quelque chose d'assez particulier. Donc le réel continue d'imposer certaines limites, mais ces limites n'ont aucune valeur en elles-mêmes. Au contraire, elles sont des sortes de provocations, voire d'insultes à une volonté qui n'admet aucune borne à son empire. Elles sont toujours à dépasser. Et voilà pourquoi ceux qui, en leur temps, telle montagne, s'opposèrent le plus violemment au système de Copernic, au devenir planète, planète ça veut dire astréran en grec, au devenir planète de la Terre étaient moins désarriérés que des personnes qui pressentaient qu'avec l'effacement de la différence entre le terrestre et le céleste, on initiait un mouvement de déstabilisation aux suites incalculables et dont nous sommes les héritiers. Et Nietzsche, au XIXe siècle, a des phrases extraordinaires là-dessus, vous voyez, je le cite, « Qui nous donna l'éponge pour faire disparaître tout l'horizon, que fîmes-nous en détachant cette terre de son soleil ? Où l'emporte sa course désormais, où nous emporte notre course, loin de tous les soleils, ne nous abîmons-nous pas dans une chute permanente, et ce, en arrière, de côté, en avant, de tous les côtés, est-il encore un haut et un bas, n'errons-nous pas comme à travers un néant infini, l'espace vide ne répand-il pas son souffle sur nous, ne s'est-il pas mis à faire plus froid, la nuit ne tombe-t-elle pas continuellement et toujours plus de nuit. Fin de citation. Bon, avec la fin du cosmos, c'est également la fin du rôle de la pensée comme adjointement au cosmos. Et à ce moment-là, une dichotomie très forte va s'installer, dont on peut voir la trace dans le dualisme cartésien, et qui va apparaître de manière peut-être encore plus radicale chez Galilée. Alors vous savez que Galilée a eu des démêlés avec les autorités religieuses, puisque autour du système de Copernic, il affirmait avec un peu trop d'enthousiasme au goût de ses autorités ecclésiastiques. Et pour se défendre, Galilée avait écrit en 1615 une lettre à Christine de Lorraine, grande duchesse de Toscane, qu'il vaut la peine de citer, elle est très intéressante. Voilà ce que dit Galilée. Si le Saint-Esprit n'a pas voulu nous enseigner ces choses, il parle de l'astronomie, le mouvement ou le repos de la Terre par rapport au Soleil, pour la raison qu'elle ne concernait pas l'objectif qu'il se propose, à savoir notre salut, comment pourrait-on alors affirmer que de deux affirmations sur ce sujet, l'une est vraie et l'autre erronée? Pourrait-il s'agir d'une opinion hérétique alors qu'elle ne concerne en rien le salut des âmes? Pourrait-on dire que le Saint-Esprit n'a pas voulu nous enseigner une chose concernant le salut? Je dirais ici ce que j'ai entendu d'une personne ecclésiastique se trouvant dans un très haut degré de la hiérarchie. Alors là, Galilée fait référence très certainement au cardinal Barberini, qui est ensuite devenu le pape Urbain VIII, celui-là même qui a présidé le deuxième procès de Galilée en 1633. En fait, Galilée se sentait protégé à partir du moment où le cardinal Barberini, qui était un de ses amis, était devenu pape. Il n'avait pas compris qu'en devenant pape,
voilà, Urbain VIII était plus pape que son ami. Donc je dirais ici, ce que j'ai entendu d'une personne ecclésiastique se trouvant dans un très haut degré de la hiérarchie, à savoir que l'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on va au ciel et non comment va le ciel. Et vous voyez, cette phrase, elle est merveilleuse, hein. Galilée est un très très grand écrivain, et il fait vraiment une césure entre les deux questions, comment on va au ciel, comment va le ciel. Et vous voyez, quand on était dans le système de Ptolémée, c'est ça la grande différence, quand on est dans le système de Ptolémée, en fait, le ciel, au sens astronomique du terme, et le ciel en tant que séjour divin, coïncident. Du moins, on peut les superposer. En revanche, dans le système de Copernic, le ciel, au sens astronomique du terme, et le ciel en tant que séjour divin, sont complètement déconnectés. Et donc, en fait, Galilée dit, bah, il n'y a plus aucun rapport entre les deux. Et donc, l'astronomie, elle s'intéresse à la question comment va le ciel, et puis la religion, elle s'intéresse à une toute autre question qui est comment on va au ciel. Voilà. Et là, à ce moment-là, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour la pensée moderne, puisqu'on va avoir cette césure absolue entre ces deux types de questions. Et là, ça va être vraiment la mort de l'analogisme, puisque précisément les deux domaines sont tellement séparés que non seulement on ne peut pas comparer terme à terme les choses entre les autres, mais même les rapports analogiques ne veulent plus rien dire. Et on va laisser place à ce qui va s'imposer, c'est une pensée dite naturaliste. Pour la classification des différents modes de pensée, je renvoie là au livre de Philippe Descola, Par-delà nature et culture, hein, où il fait les classifications entre 4 grands modes de pensée qu'on retrouve sur toute la Terre, où il y a animisme, totémisme, analogisme et naturalisme. Et en fait, ce qui se passe au XVIIe siècle en Europe, c'est un passage d'un mode de pensée analogique à un mode de pensée naturaliste. D'un côté, on a, du point de vue naturaliste, un monde qui devient foncièrement homogène. C'est pour ça qu'il va y avoir non plus une science des phénomènes terrestres, une science des phénomènes célestes, mais une science valable pour l'univers tout entier. Et ça va être l'immense réussite qui va venir dès la fin du XVIIe siècle avec Newton, qui montre que c'est la même force qui fait tomber les objets sur la Terre et qui fait tourner les objets dans le ciel. Donc là, c'est vraiment la liquidation de toute la science aristotélicienne au profit de la nouvelle science. Mais en même temps que le monde devient homogène, la césure entre ce monde homogénéisé et l'être humain, entre la substance étendue et la substance pensante, se radicalise. L'être humain n'est plus un être particulier parmi d'autres êtres particuliers, il est le seul à être véritablement singulier, et en tant que seul pourvu d'intériorité. Et donc, au sein de ce monde, sa conscience va se trouver comme insularisée. Et là, quand je disais qu'il y avait une certaine naïveté en mettant ici, à côté de la Terre, ici, pour dire « my planet », mais en même temps, il y a une sorte de profondeur, c'est-à-dire, en fait, vous voyez, vous avez l'affirmation du « moi » en même temps. C'est « ma planète ». Et donc là, en fait, vous avez ça exprime très bien la corrélation qu'il y a dans l'affirmation du système de Copernic, avec à la fois une homogénéisation du monde, toutes les anciennes divisions cosmiques n'ont plus lieu d'être, mais en même temps, cela va de pair avec le fait que dans ce monde matériellement homogénéisé, la singularité humaine, en revanche, devient beaucoup plus singulière qu'elle ne l'était auparavant. Et à ce moment-là, l'homme se divise entre, d'un côté, un corps qui, en tant que tel, est matière parmi la matière, et d'autre part, un principe pensant, une âme, un esprit, comme on veut l'appeler, qui est transcendant à ce monde matériel. Et en fait, c'est cela qui est au fondement de ce que l'on a appelé la révolution industrielle. Là, je voudrais vous citer un texte de Polanyi dans La Grande Transformation qui insiste vraiment bien, qui met bien en lumière ce point-là. Il dit « La principale courroie de la transmission de la révolution industrielle n'était pas l'invention technique, mais l'invention sociale. La science de la nature n'a apporté de contribution décisive à l'art de l'ingénieur qu'un bon siècle plus tard, longtemps après la fin de la révolution industrielle. Pour ceux qui construisaient des ponts ou des canaux,
pour ceux qui dessinaient des moteurs ou des machines, la connaissance des lois générales de la nature n'a été d'aucune utilité tant que de nouvelles sciences appliquées ne se sont pas constituées en mécanique et en chimie. Telford, c'était un ingénieur écossais, qui fonda la Société des ingénieurs civils et la présida toute sa vie, refusait d'y accepter comme membres ceux qui avaient étudié la physique et ceux qui avaient appris la géométrie. Les triomphes de la science de la nature avaient été théoriques au vrai sens du terme et ne pouvaient se comparer par leur importance pratique à ceux des sciences sociales du moment. C'est à ces dernières que la science devait le prestige qu'elle pouvait avoir en regard de la routine et de la tradition. Et chose incroyable pour notre génération, la science de la nature gagnait beaucoup de considération par ses relations avec les sciences humaines. La découverte de l'économie fut une révélation bouleversante qui hâta grandement la transformation de la société et l'établissement d'un système de marché, tandis que les machines d'importance décisive furent les inventions d'artisans incultes dont certains savaient à peine lire et écrire. Il était donc à la fois juste et convenable de ne pas attribuer aux sciences de la nature mais aux sciences sociales la paternité intellectuelle de la révolution mécanique qui soumettait la nature à l'homme. Et donc en fait on peut voir que ce qu'on appelle la révolution industrielle, qui est très très souvent attribuée, très liée aujourd'hui à l'introduction de la machine à vapeur, en fait c'est ce que dit Polanyi, et il a raison là-dessus, la révolution industrielle, ça a d'abord été une nouvelle manière d'organiser le travail des hommes. Et là, de ce point de vue-là, si vous voulez vous en convaincre, il y a un petit livre qui est extraordinaire de Charles-Augustin Coulon, qui s'appelle « Mémoire sur la force des hommes ». C'est un petit livre qui est paru en 1778 et qui a été analysé par François Vatin dans un petit livre qui s'appelle « Le travail, économie et physique » entre 1780 et 1830. Alors, Charles-Augustin Coulon, il est surtout connu pour ses travaux scientifiques, en particulier en électricité. Il y a même une unité en électricité, l'unité de charge, c'est le Coulomb. Mais en fait, Coulon a exercé des fonctions d'ingénieur, et il est sorti en 1761 de l'école royale et militaire du génie de Mézières. Il a été affecté en 1764 à la Martinique, où il est resté 8 ans. Et il y a été chargé de la construction du fort Bourbon. Et c'est à cette occasion que, reprenant la tradition de Vauban, il a étudié la capacité productive des hommes, connaissance indispensable selon lui pour programmer de grands travaux militaires. Et donc le mémoire qu'il a écrit, Mémoire sur la force des hommes, résulte de cette expérience. Et alors quel était le problème que se proposait de résoudre Coulon? C'est qu'il voyait les ouvriers en grand nombre qui avaient été recrutés pour la construction de ce fort, qui transportaient des pierres et de la terre. Alors il y avait deux types de transport. Il y avait ceux qui les transportaient sur une distance horizontale jusqu'au chantier, et puis sur le chantier, il y avait ceux qui devaient élever les pierres ou la terre en hauteur au fur et à mesure que le fort se construisait. Et alors ce qu'a fait Coulon, c'est qu'il regardait les gens, il regardait le nombre de voyages qu'ils faisaient dans leur journée et la quantité de terre ou le poids de pierre qu'ils transportaient. Et en fait, il notait donc voilà, la quantité de matière qu'ils avaient transportée horizontalement pour certains ou verticalement pour d'autres. Et le problème que s'est posé Coulon, c'est d'optimiser le rendement, l'effet produit à fatigue constante. Donc ce qu'il prend comme unité de fatigue, c'est la journée de travail d'un homme normal, et il se dit en fait de combien doivent-ils se charger pour qu'à la fin de la journée, ils aient transporté le maximum de matière. Donc s'ils ne transportent rien à chaque voyage, c'est zéro. S'ils prennent une charge trop lourde, ils sont tellement accablés par la charge qu'ils ne peuvent plus marcher, et donc ils ne transportent rien non plus. Et donc, entre les deux, il doit y avoir une valeur précise pour laquelle, justement, il va y avoir un transport optimal. Et alors donc c'est assez amusant d'ailleurs parce qu'il finit par calculer ce transport et il s'aperçoit que les hommes ont une tendance naturelle à prendre des charges légèrement supérieures à ce que serait l'optimum, et il l'attribue au fait que chacun veut montrer à ses collègues qu'il est très fort et donc a tendance à prendre des charges un peu plus lourdes qu'il ne devrait pour être pleinement efficace. Et donc Coulon, faisant ses calculs, ensuite incite les ouvriers justement à adopter les charges que lui-même a calculées pour produire l'effet
maximale. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, vous voyez que dans cet exemple-là, il n'y a aucune machine. La seule machine qui existe, c'est la machine humaine. Et justement, en fait, on voit que la machine à vapeur, ensuite, elle n'est venue que... Ensuite, si vous voulez, c'est d'abord dans le travail humain, c'est la première machine qui a été analysée ici par Coulomb, c'est la machine humaine. Et le rendement, la question de rendement qu'il se pose, c'est dans l'exploitation de la machine humaine. Mais à partir du moment où on voit le travail humain comme étant accompli par une machine humaine, eh bien, évidemment, apparaît la possibilité de remplacer, dans certains cas, cette machine humaine par une machine à vapeur, ou une machine électrique, ou, enfin, bon, etc. Mais en fait, là, vous voyez que Coulomb se posait une question véritablement d'organisation du travail pour optimiser le rendement. Au début du 19e siècle, ça c'est quelque chose, c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié, c'est vraiment à cette époque qu'explose la statistique. Il y a eu des tentatives au XVIIIe siècle, et c'est vraiment dans la première moitié du XIXe siècle que la statistique explose. Et un des grands enjeux de la statistique, c'était d'évaluer et de gérer au mieux ce qu'on appelait, sans du tout de complexe, le capital populationnel. Devant l'Académie des sciences morales et politiques en 1834, le médecin Louis-René Villermé faisait remarquer à quel point les chiffres de la population dont on disposait à l'époque en France laissaient à désirer. Et donc, je cite Villermé, « Il ne suffit pas pour bien connaître la population d'un pays de savoir exactement le chiffre des habitants qu'il nourrit et le chiffre de ceux qui chaque année y naissent et y meurent, car des populations numériquement égales ont souvent une valeur intrinsèque très différente. L'une pourra développer une grande somme de force, l'autre en sera incapable. » Et alors Villermé liste un certain nombre de critères en fonction de l'âge, de la constitution physique, etc. Et donc à ce moment-là, il plaide pour le fait qu'on se mette vraiment à faire de la statistique beaucoup plus sérieuse qu'on ne le faisait auparavant, c'est-à-dire où on se contentait de compter les gens. Et donc là, il faut prendre beaucoup plus de mesures, la stature, le poids, enfin bon, etc. Et donc là, on va voir apparaître la question de la gestion d'un capital populationnel qui est vu comme ressource humaine. C'est très net aussi à la même époque en Angleterre, en particulier dans un rapport d'Edwin Chadwick sur la condition sanitaire des populations laborieuses. Et le rapport de Chadwick faisait référence aux travaux de l'économiste et statisticien écossais John Ramsay McCulloch, qui était un disciple de Ricardo. Et alors McCulloch considérait l'être humain comme une machine productive élevée pour durer un certain temps et rapporter beaucoup plus qu'elle n'avait coûté. Alors il estimait à 300 livres le capital investi dans un ouvrier arrivant à l'âge adulte. Et pareille estimation lui permettait d'évaluer les pertes occasionnées par un décès prématuré. Et donc dans les conclusions de son rapport, Chadwick affirmait que la mortalité due à la saleté et à une aération défectueuse était vraiment à combattre parce que c'était une perte de capital tout à fait désastreuse. Et donc il fait des calculs pour montrer qu'en fait il est rentable économiquement d'améliorer les conditions sanitaires de la population laborieuse, parce que finalement c'est un investissement, parce que les sommes que l'on dépense là, on les regagne en espérance de vie, et donc en fait il calcule qu'on on peut augmenter l'espérance de vie de 10 ans, et que les 10 ans de travail supplémentaires de chaque ouvrier en fait sont bien plus rentables que les sommes que l'on a dépensées pour améliorer mettre un peu de propreté dans leur taudis. Et puis alors par ailleurs, évidemment, on a des répercussions politiques, puisque à partir du moment où les consciences humaines vont se trouver isolées au sein du monde, plus rien de mondain n'est susceptible d'établir une mesure commune entre elles, ce qu'exprime à sa manière la formule cartésienne qui veut que le bon sens soit la chose du monde la mieux partagée. Cela ne signifie pas que chaque âme ou esprit juge de la même manière, mais que chacune est à elle-même sa propre mesure. Et Nietzsche l'a redit à sa manière, chaque âme a son monde propre, pour chaque âme, chaque autre âme est un arrière-monde. Et parce que chaque individu transcende par sa pensée le monde matériel, parce que les différences sensibles ne pèsent rien auprès du fait que chacun est porteur d'esprit, aucune hiérarchie mondaine a priori ne peut plus être justifiée entre ces individus.
Dès lors, il faut leur accorder a priori une égale considération, et même si dans les faits d'immenses inégalités perdurent, celles-ci n'en vont pas moins se déployer désormais sur fond d'une égalité de principe. Et donc cette nouvelle conception de l'individu va entraîner nécessairement un bouleversement dans la manière de penser la vie collective, et c'est à ce moment-là que les êtres humains vont se mettre à vivre dans ce qu'on appelle aujourd'hui une société. En fait, en latin, le champ sémantique du mot societas était très large, mais désignait préférentiellement ce qu'on appellerait aujourd'hui une association, une union, une alliance, une mise en commun sur une base volontaire, active et intéressée. La locution sociale bellum, littéralement guerre sociale, n'évoquait pas pour les Romains un conflit interne à Rome, mais la guerre qui éclata en 90 avant Jésus-Christ entre la République romaine et ses alliés italiens, mécontents de leur statut subordonné. Et les définitions qu'au XVIIe siècle on donnait du terme société s'inscrivent dans cette lignée, dans le dictionnaire de Richelet, qui est un des premiers dictionnaires français en 1680. Société est ainsi définie, contrat de bonne foi par lequel on met en commun quelque chose pour en profiter honnêtement. Et donc on voit que la société ne désigne pas des formations humaines en général, mais seulement celles qui résultent d'un contrat orienté vers un but. Et donc on comprend la fortune extraordinaire que va connaître la notion de société à l'époque moderne, puisque concevoir le monde humain comme société, c'est sous-entendre que l'individu préexiste à la vie en commun et qu'il n'entre dans cette vie en commun que par un acte délibéré. Ce ne sont pas les individus qui reçoivent l'existence de la société, ce sont eux qui constituent la société parce qu'ils le veulent ainsi et parce qu'ils en attendent des bénéfices. Le dictionnaire de Furetière de 1690 définit ainsi la société, assemblée de plusieurs hommes en un lieu pour s'entre-secourir dans les besoins. Les sauvages vivent avec peu de société, les hommes se sont mis en société pour vivre plus commodément et plus poliment. Ils ont fait des lois sévères contre ceux qui troublent la société civile. À la même époque, en Angleterre, on a exactement le même type de définition. Et c'est Ferdinand Tönnies, le grand sociologue allemand du XIXe siècle, qui a vraiment attiré l'attention sur ce qui se passe de fondamental dans ce passage de l'ancienne vie collective à la nouvelle collective en tant que vie collective en tant que société. Voilà ce qu'écrit Tönnies dans son grand livre Gemeinschaft und Gesellschaft, communauté et société. Selon la théorie de la société, celle-ci est un groupe d'êtres humains qui, comme dans la communauté, vivent et demeurent pacifiquement les uns à côté des autres, mais qui, au lieu d'être essentiellement liés, sont au contraire essentiellement séparés. Et alors que dans la communauté, ils restent liés en dépit de tout ce qui les sépare, dans la société, ils restent séparés en dépit de tout ce qui les lie. Fin de citation. Et donc la société n'unit les hommes qu'après leur dissociation préalable en individus séparés et ne les unit qu'en tant qu'individus séparés. Et donc la fortune extraordinaire du mot à l'époque moderne et contemporaine est liée à cette opération de dissociation et de recomposition d'une collectivité sous un nouveau type qui a pris le mot de société. Alors je termine sur le problème qui se pose à ce moment-là, qui est un problème que Sieyès a appelé au moment de la Révolution en 1789 le problème de l'adunation, puisque au moment de la Révolution, justement, vous savez que les anciennes structures héritées de l'Ancien Régime ont été pulvérisées, et qu'est-ce qu'il est resté une fois que toutes les structures ont été pulvérisées? Il est resté précisément les individus. Bon, mais bon, il est resté environ 25 à 26 millions d'individus. Et c'est comme ça que Sieyès définit la population de la France. Mais il faut, à partir de ces 25 à 26 millions d'individus, faire aussi une nation. Et le problème de faire une nation à partir de ces 26 millions d'individus, c'est Sieyès lui donne un nom, qui est celui de adunation, c'est-à-dire en fait faire du un. Ad en latin, ça exprime une destination, et donc aller vers le 1, si vous voulez. Adunation, faire du 1. Et ce terme qui existait en latin, aduno, qui signifie unir, assembler de manière à faire un, n'avait servi durant les siècles précédents
qu'a évoqué la réunion des apôtres autour du Christ ou la réunion des duchés ou des principautés dans la couronne de France. Et en fait, qu'est-ce qui va être possible maintenant? Évidemment, il n'est plus question d'unifier par la religion, il n'est plus question non plus d'unifier par le roi. Comment va-t-on faire? Eh bien, en fait, à ce moment-là, on va ouvrir une nouvelle forme d'adunation, ça va être l'adunation par l'organisation, qui va devenir le seul rempart contre le chaos d'une poussière d'individus. Baptiste Rapin, dans son livre, dit à un moment donné, l'être de l'homme ne se donne plus comme être social, mais comme être organisationnel. Là, j'aurais tendance à dire que l'être social finalement ne peut vivre justement que en tant qu'être organisationnel, d'après la définition que j'ai donnée de la société. On pourrait dire l'être de l'homme ne se donne plus comme être communautaire, mais comme être social ou organisationnel. Il y a une forme de synonymie entre les deux. La société, justement, n'existe que en tant qu'organisationnel. Et l'être social, ça n'est plus du tout le zoon politikon dont parlait Aristote, mais c'est quelque chose qui ne va pouvoir vivre que dans l'organisation. Et c'est pour ça, je boucle avec ce que je disais au début, où je citais Baptiste qui parlait de notre être jeté dans les organisations, mais être jeté dans les organisations ou être jeté dans la société, en fait, à mon sens, c'est synonyme. Avec l'organisation qui est là aussi pour réaliser cette grande performance d'arriver à faire dans un monde où il est devenu très difficile de commander. Là, je cite Baptiste, il faut compter les managers qui viennent se former dans des écoles spécialisées à des techniques minutieusement étudiées par le corps académique dans des revues spécialisées, comme le plus gros bataillon de l'armée de gestion du désordre, l'organisation contre l'entropie avec le secours de la science et du management. Et en fait, la société moderne, pourquoi l'entropie, justement, a eu un tel succès dans la physique du XIXe siècle, c'est aussi qu'elle s'inscrivait dans un certain contexte social où, justement, parce que les hommes vivent désormais en société, en fait, sont en permanence confrontés au risque de dissociation de ces sociétés, qu'on pourrait aussi appeler le risque anthropique. L'entropie, avant d'être physique, c'est d'abord celle de la société. Et donc là, à ce moment-là, on comprend que le Gestell heideggerien, et on peut lui faire toutes les critiques qu'on veut, mais c'est aussi ce qui est là pour conjurer la menace du chaos. Si on voulait prendre un vocabulaire chrétien, ce serait le catéchone qui empêche, justement, auquel fait référence saint Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, qui est là, qui est là pour empêcher que le monde se défasse et devienne entièrement sous la domination de l'Antéchrist. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais élaboré, pour terminer, une prière que l'on pourrait réciter aujourd'hui, qui est « Grand machin qui est partout, que ton nom soit légion d'acronymes, que ton règne soit sans limite, que tes exigences soient satisfaites sur terre, en l'air, sous l'eau et dans le cyberespace. Donne-nous aujourd'hui les produits, les infos et les divertissements de ce jour. Corrige nos insuffisances et augmente nos capacités, car malheur à ceux qui ne te sont pas adaptés. Et ne nous laisse pas à aspirer à une vie hors de toi, mais délivre-nous de la nature et de l'histoire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la thune, jusqu'à l'effondrement final. Voilà, je vous remercie.